Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray, donc pour l'émission Écologie, Vie, Nature et Entrepreneuriat. Et comme chaque semaine, c'est la petite chronique de Rénal Duberger. Alors, je veux prendre quelques secondes pour le présenter comme il faut. Donc, est un ingénieur géologue, sismologue, professeur titulaire retraité de l'UQAC. Alors, il a un blog que vous pouvez voir, donc c'est justement l'excuse aujourd'hui encore, parce que sur son blog, il met des réflexions régulièrement. Récemment, donc, il est membre du collectif des climato-réalistes et il aborde des sujets comme le réchauffement climatique, la vaccination obligatoire, le rapport à l'islam. Alors, réchauffement climatique, je pense qu'on va parler d'un sujet justement qui est lié la semaine prochaine. Il vient de m'en parler, donc, sur les volcans. Enfin, voyez. Alors là, donc sur un post du 30 avril dernier, donc il y a quelques jours seulement. Il fait référence au quatrième commandement de Dieu avec une belle gravure de Moïse ou d'Abraham. Père et mère, tu honoreras. Donc les pères et mères doivent-ils vraiment tous être respectés par leurs enfants? Alors, cher Reynald, je te laisse la parole. Tu sais, Eric, quand tu regardes la Bible qui inspire pas mal de nos valeurs judéo-chrétiennes, il y a des phrases, des proverbes, des paraboles même qui semblent parfois un peu bizarres, sinon contradictoires. Par exemple, ce quatrième commandement de Dieu qui dit, Père et mère, tu honoreras afin de vivre longuement. Est-ce que si je l'interprète littéralement, les gens qui respectent leur père et leur mère auront une plus grande longévité? J'en suis pas certain. Il y a aussi cette phrase qui dit euh, que on voit parfois la paille dans l'œil du voisin, puis on ne voit pas la poutre dans le nôtre. Ben moi, je me dis, celui qui est capable de voir la paille dans l'œil de son voisin avec une poutre dans le sien, il a une sacrée bonne vue, n'est-ce pas? Alors, il y a bien des choses dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau qui semblent un peu contradictoires. Mais cela dit, père et mère, tu honoreras. Est-ce que tous les pères, toutes les mères méritent d'être honorés, d'être respectés? Moi, j'ai un doute. Quand on n'a qu'à écouter les émissions du Doc Mayou, hein, qui est célèbre à travers tout le Québec, quand il parle plutôt de père-mère, il emploie les mots géniteur, génitrice, avec un mépris assumé en toute quiétude. En fait, on utilise géniteur, génitrice pour des animaux, jamais pour des êtres humains. Euh, alors, ça montre tout le mépris qu'il peut avoir envers certains parents. Cela dit, d'un bout du spectre, on a l'admiration et à l'autre bout du spectre, on a le mépris total. Hein? Puis entre les deux, on a toutes les attitudes. Donc, le respect, c'est pas 0 ou 1. Hein? Ça varie entre 0 et 100%. Le respect qu'on peut accorder à un être humain, un individu, peut être très variable. Mais la plupart des gens euh, euh, quand vous rentrez sur les réseaux sociaux, vous discutez avec des gens que vous ne connaissez pas, et surtout si vous exprimez quelque chose avec lesquels ils sont en désaccord, ils vont souvent se sentir attaqués, puis ils vont réclamer leur respect. Mais non, ils confondent le respect avec la politesse et la courtoisie. C'est pas la même chose. Hein? Donc, la plupart des gens réclament automatiquement le respect. Le respect, c'est pas un droit. Le respect, ça doit se mériter. Hein. Avec un inconnu, là, mon attitude à moi, ça va être une attitude d'abord de politesse, de courtoisie. Hein. Je ne peux pas respecter quelqu'un que je ne connais pas. C'est impossible. Mais au fur et à mesure que j'apprendrai à connaître la personne, je vais y accorder un degré de respect qui va dépendre du degré auquel je jugerai de ce qu'il pense, qu'il fait et ce qu'il accomplit, est en accord ou non avec mes valeurs personnelles. C'est clair, c'est logique, c'est mon attitude à moi.
Donc, il y a des personnes qui non seulement ont droit à mon respect, mais au-delà de mon respect inconditionnel, ils ont droit à mon admiration. Et ça date pas d'hier. Hein? Moi, quand j'étais jeune à l'école, surtout au secondaire, puis ensuite à l'université, j'ai admiré des professeurs, surtout les professeurs qui m'ont aidé à grandir, hein, qui, de par leur savoir, leur enseignement, mais surtout par leur exemple. Donc, j'admire, moi, les gens pour leur qualité de cœur, mais aussi pour leur qualité intellectuelle. D'autres personnes pourront placer les performances physiques ou même sportives au-dessus de la pyramide de leurs valeurs personnelles, mais ça, c'est leur problème, c'est pas le mien. Personnellement, non. Moi, les performances physiques, sportives de l'être humain ne m'impressionnent pas du tout. C'est zéro dans mon échelle d'évaluation de la valeur des êtres humains. Mais je vais vous donner un exemple qui va vous, je dirais, argumenter ce que je viens de vous dire. Je vais aller dans un safari dans le sud de l'Afrique, au Botswana, Namibie, Zimbabwe. Au Botswana, j'ai vu des éléphants qui dépassaient largement en force les haltérophiles olympiques qu'on voit, là, les plus performants. J'ai vu aussi des antilopes, des springboks qu'on appelle, très élégants, qui faisaient des bonds devant notre Land Rover d'une longueur prodigieuse, puis ça, avec une élégance, avec une grâce, qu'aucun sauteur en longueur aux Jeux olympiques que j'ai jamais vu pourra jamais approcher. J'ai vu aussi des lions en groupe, en meute, si on peut dire, qui poursuivaient, qui capturaient finalement des zèbres ou des gazelles avec une vitesse et une stratégie là, ensemble là, qui était supérieure à celle des meilleurs joueurs de hockey. Mais, mais, aucune de ces bêtes-là, là, c'est des animaux, ne pourra jamais écrire les premières strophes d'un poème d'Arthur Rimbaud ou même composer les premières mesures d'une symphonie de Beethoven ou de Gustave Mahler. Alors, vous voyez la différence? Pourquoi j'admire des choses que chez les humains que les animaux ne peuvent pas accomplir. Donc, le spectre des valeurs des humains est encore beaucoup plus vaste que celui des animaux. Mais l'histoire nous a prouvé que l'homme, s'il est capable des choses les plus belles, les plus nobles, comme composer des symphonies, des poèmes, faire de la recherche pour découvrir des remèdes à des maladies, il est aussi capable des actions les plus viles, les plus cruelles. Hein? Euh, on n'a qu'à prendre comme exemple, au cours de la dernière guerre, la Shoah, où on a presque exterminé le peuple juif. Donc, mon appréciation des humains, ça va aller sur une échelle là, du mépris total, hein, assumé en toute quiétude, à l'admiration sans borne. Et je suis capable de justifier mon jugement avec des arguments. Hein? Ce qu'on entend souvent, là, j'y aime pas à face, c'est pas un argument, ça. Et ceux qui sont en général incapables d'admiration sont aussi incapables de mépris. Et c'est pas tout le monde qui est beau puis qui est gentil. On a tendance à considérer que tous les êtres humains sont au même niveau, ont droit au même respect. Ben non. Hein? Il y a un spectre énorme chez la race humaine. Donc, quand vous allez voir apparaître sur les réseaux sociaux ou dans votre entourage des inconnus qui réclament votre respect, accordez-leur poliment, simplement votre politesse, votre courtoisie. Votre respect, c'est bien trop précieux pour que vous puissiez le distribuer comme ça à tout vent puis à tout venant. Je, Alors voilà. je voulais te poser une question parce que tu poses, comme d'habitude, une question essentielle, c'est la vraie nature humaine. Et souvent, l'idéologie communiste ou socialiste parle toujours d'être nouvel homme. Et là, vraiment, tu éclaires encore une fois, la vraie nature de l'homme, ça peut être autant Hitler que Mozart, quoi. Hitler est un être scabreux, épouvantable. C'est une charogne, si on pourrait le cataloguer comme ça. Mais en même temps, ce gars-là, il aimait le beau, il aimait son compositeur préféré, c'était quand même Richard Wagner, un des plus grands musiciens
de l'époque récente, là, hein? Et donc, euh, quel- c'est pour ça que je dis les qualités de cœur et les qualités intellectuelles, c'est deux choses bien différentes, mais c'est important pour moi. Mais des êtres qui sont généreux, qui ont des qualités de cœur, peuvent être intellectuellement faibles, mais en même temps, des êtres qui sont très intellectuellement forts peuvent être des êtres méprisables. Alors, l'autre question, tu parles des réseaux sociaux, et je viens de publier un ouvrage de Jean-Paul Lafrance, Où vont les réseaux sociaux, justement. Ça m'interpelle parce que, est-ce que tu crois que le fait d'être en communication directe, par exemple, avec une personne, et sur les réseaux sociaux, il y a comme une sorte de différence de relation, et que ça permet, dans le cadre des réseaux sociaux, une sorte de liberté anarchiste, où justement la politesse, enfin ces notions de culture, d'éducation, comme on dirait qu'ils disparaissent parce qu'on est face quand même à des phénomènes d'harcèlement ou de cyberharcèlement, mais qui existaient dans l'autre sens. Je ne dis pas que ça n'existait pas avant, hein, c'est juste disons une transposition sur un nouveau support. Mais est-ce que ça n'accentue pas ce côté liberté anarchiste où on peut justement peut-être employer des mots, des termes, une vulgarité qu'on n'emploierait pas, par exemple, si on est en contact direct avec la personne? Tu as raison. En fait, les réseaux sociaux, c'est un nouveau moyen de communication entre les êtres humains qui n'existait pas il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qui est un couteau à double tranchant. Ça nous permet une communication beaucoup plus universelle que celle à laquelle on était réduit quand on était dans notre petit microcosme, là, dans notre environnement immédiat. Mais en même temps, ça nous procure une espèce d'anonymat qui fait qu'il y a des gens qui deviennent, je dirais, impolis parce ils sont derrière leur écran. Dire proférer des insultes envers quelqu'un quand tu l'as en face de toi et puis quand il est à des milliers de kilomètres de chez toi, c'est pas la même chose. Et puis c'est pour ça, moi, que je serais en faveur que des médias comme Twitter interdisent l'anonymat et puis que les gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux soient forcés de s'identifier. Moi, je veux savoir à qui je parle. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec mes vues sur le climat, par exemple, puis qui vont m'insulter, mais ils ne savent pas qui je suis. Ils ne savent pas ils connaissent rien de ma carrière de scientifique, ils ne savent pas ce que j'ai fait, puis moi, je connais rien d'eux non plus. Hein? Et alors, moi, je leur pose la question, vous affirmez ça, 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 sur quelle base faites-vous vos affirmations? Quelles sont vos lettres de créance, your credentials, comme on dit en anglais? Qui êtes-vous pour pouvoir affirmer une telle chose? Vous avez une opinion, mais sur quelle connaissance, expérience basez-vous cette opinion-là? Moi, je suis un poseur de questions. Je fais beaucoup moins d'affirmations que de questions. Et ça choque beaucoup. Et celui qui pose des questions est toujours plus fort que celui qui fait des affirmations, parce que celui qui fait des affirmations, il a toujours le fardeau de la preuve de ses affirmations. Tandis que moi, en posant des questions, je n'ai aucun fardeau de preuve. Et c'est mon attitude en climat, c'est mon attitude dans tous les domaines scientifiques ou autres. Alors, je trouve que c'est une très belle conclusion parce que ça me fait penser à Socrate. Alors, ce que j'espère, c'est que, quelque part, tu as vécu ça aussi, c'est que Socrate a été jusqu'au bout de cette logique de questionnement et qu'il a aimé même a été se sacrifier parce qu'il aurait pu s'échapper de la mort, de la ciguë. Mais toi, parce que tu as vécu aussi quelques blocages, on va dire, institutionnels, mais en même temps, tu es quelqu'un qui toujours présente et défend la liberté d'expression et la liberté de parole. Voilà. Ouais, c'est important. Tout à fait. Merci beaucoup, Reynald. À une prochaine chronique. À la semaine prochaine. Tout à fait. Avec un grand plaisir. Au revoir. Au revoir.